Au départ, je ne savais pas grand-chose des gens du voyage, comme on les appelle. À l'origine de ce film, une invitation. Une association travaillant sur une aire d'accueil me sollicite. Les voyageurs se sentent rejetés. Ils ont des choses à dire. Vous ne voudriez pas faire un film ? Ce matin, près de 150 caravanes sont stationnées sur la pelouse. Arrivé hier, ce groupe de gens du voyage occupe illégalement le terrain. Depuis hier soir, près de 150 caravanes se sont installées autour et sur les terrains de la fac. L'installation de quelques 150 caravanes de gens du voyage sans autorisation sur un terrain de sport à Onde a provoqué quelques accrochages avec le maire, d'abord avec les gendarmes. Tant de choses sont dites et pensées sur les voyageurs. Pourquoi tant de rumeurs? Pourquoi tant d'insultes? Pourquoi tant de haine? En débutant ce film, je partais peut-être dans mon ignorance avec un peu moins d'a priori négatifs que d'autres. La seule histoire familiale qui parlait de Manouche, je la tenais de mon père. Les voyageurs sur l'aire de Melun parlent facilement. Ils ont beaucoup de reproches à faire à l'aire elle-même. Le prix de l'emplacement, la barrière qui ne permet pas la venue des pompiers, le prix du mètre cube d'eau ou le kilowattheure d'électricité. Ils sont nombreux sur l'aire à être artisans. Empailleurs, couvreurs, maçons. Ils ont souvent une entreprise et une camionnette avec une publicité. D'autres travaillent sur les marchés. Ils sont semi-sédentaires. S'ils sont ouverts à la discussion, ils craignent en revanche les caméras. Si mes clients savent que je suis un voyageur, ils ne me feront plus travailler. À quoi va ressembler mon film si aucun voyageur ne veut témoigner face caméra? Je sens que le travail sera plus long que prévu. Il va me falloir gagner leur confiance. Finalement, Georges L'Enfant accepta de répondre à nos questions. Il était retraité. Il n'avait pas d'image à défendre.
Un voyageur, c'est la nature. On ne pas t'enfermer toujours. Pas être mis en laisse. Et puis faire ce qu'on veut. Voilà, faire ce qu'on veut, je me comprends, moi, dans les limites du raisonnable. Autant passer du temps surtout avec la famille. Les enfants, les parents, tout le monde. Surtout ça. C'est, la première des choses, c'est ça. La famille. Finalement, une des valeurs du voyageur, c'est la liberté. C'est la liberté. Déjà la liberté de rejoindre sa famille comme on veut, dès qu'on veut, si on a un coup de bouse, on rentre dans la voiture, les caravanes, et puis on y va. L'amitié, moi si je donne mon amitié à quelqu'un, moi, il est à 1000 km là-bas. Il me téléphone, je suis le temps d'y arriver. Tu vois, voilà, c'est ça. On a une famille de travail. On fait les marchés, on fait les porte-à-porte, on fait les matelas, on fait tout, mais les vacances, c'est pour la mode des toitures. Moi, mon fils, je l'ai appris, moi, j'ai toujours dit, mon père me l'a appris aussi. Si tu veux être respecté, mon fils, commence par respecter les autres. Après, tu vas respecter. Nous, c'était la devise de notre intervention. T'en as déjà été victime? Constamment à l'école, surtout. Bah, tu sais, les voyageurs, la plupart, ils ne savent pas lire ni écrire. C'est beaucoup à cause de ça. Parce que moi, je voyais les mecs gens du voyage. À me mettre dans le fond, là-bas, des stylos. J'étais le roi du dessin. Si tu avais les moyens de faire quelque chose, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire justement pour essayer de changer le regard des gens? Et ça, c'est dans eux, ça. C'est déjà comment ils sont élevés déjà enfants. C'est les parents, ça vient des parents. Après ma visite sur l'aire de Melun, je m'interrogeais. Comment rencontrer les voyageurs? Comment récolter la parole de ceux qui n'osent d'habitude pas parler? Une intuition me vint. Les nomades, comme d'autres minorités, utiliseraient-ils les réseaux sociaux? C'est ainsi que je découvris les nombreuses pages tenues pour ou par les voyageurs. Je me présentais. J'étais le Gadjo qui veut faire un film sur le monde du voyage. Je fus surpris par l'accueil. Ils étaient bienveillants avec moi. Mais ils me mirent en garde. On ne veut plus de ces reportages qui ne cherchent que le sensationnel et jouent sur les émotions. J'appris beaucoup et petit à petit je gagnais leur confiance. On me recommanda à d'autres encore et je tissais lentement la toile qui me permit de faire ces belles rencontres que je vais vous présenter. Je devais donc devenir nomade à mon tour pour visiter la nomadie, à la rencontre des responsables d'associations, des voyageurs militants, des membres influents de la communauté qui avaient répondu à mon appel, mais aussi des simples voyageurs d'horizons divers qui souhaitaient partager avec moi leur mode de vie, leurs coutumes, leurs valeurs. J'ai ainsi rencontré des hommes et des femmes désireux de vivre en paix, fiers d'être français, mais ne comprenant toujours pas pourquoi le regard porté sur eux n'avait pas changé. Stigmatisés, discriminés souvent, ils ont le sentiment de payer pour une minorité d'entre eux qui ne respectent pas les règles. Avant de partir, il me fallait mieux comprendre le nomadisme. Claire Michalon, spécialiste des relations interculturelles, m'aida à prendre conscience que le monde des voyageurs n'est pas homogène, qu'il est constitué de différents groupes. Il me fit également comprendre que les nomades sont une trace de l'origine de l'humanité. Si on veut comprendre toute la problématique des nomades, il faut replacer le nomadisme dans l'histoire de l'humanité d'abord. Ça, c'est probablement la première idée. Et se souvenir que l'homme a d'abord été nomade pendant des centaines de milliers d'années, puisque les premières marques de sédentarisation sont extrêmement récentes, ça n'a guère plus de 10 000 ans. Et jusque-là, eh bien, les gens étaient nomades, ça ne les empêchait pas de rester longtemps parfois au même endroit. Mais avant l'invention de l'agriculture, tout le monde était nomade et vivait de cueillette. Et le nomadisme, ça ne veut pas dire se déplacer tous les jours. Ça veut dire être à la recherche de sa nourriture, où la nourriture se trouve. C'est ça fondamentalement. Donc on cueille, c'est-à-dire qu'on prélève dans l'environnement ce que l'environnement produit.
Et puis les choses changent lorsque un dérèglement climatique, donc, qui intervient probablement aux alentours de 7000 avant Jésus-Christ, il y a 9000 ans, donc le néolithique, l'aridité du plateau anatolien, puisqu'il semblerait que c'est là que les choses se passent, est telle que le nomadisme devient impossible, et ils vont être obligés d'inventer l'agriculture. Ça va être là le début du système. Inventer l'agriculture, ça va entre autres créer en effet second l'invention de la sédentarité, et puis un nouveau dérèglement climatique qui a lieu 14 siècles plus tard, vers 5006, fait que le niveau des mers monte et la Méditerranée se déverse dans ce petit lac en traçant en quelque sorte le détroit du Bosphore. Et on sait que ce déluge a géologiquement duré 2 ans, et qu'au bout de 2 ans, quand la mer est stabilisée, en gros, les sédentaires qui ont été chassés se réinstallent sur les bords de cette nouvelle mer qui s'appelle maintenant la mer Noire. Il n'y avait que des nomades. Et donc les premiers sédentaires viennent s'installer chez les nomades, et c'est là le début d'une grande bagarre, parce qu'évidemment, quand un sédentaire arrive, il pose une clôture, et la clôture, pour lui, c'est la barque de sa propriété, mais pour le nomade, c'est une atteinte à la liberté. Donc il arrache évidemment la clôture et commence le premier grand conflit culturel de l'histoire des hommes, la liberté du nomade contre la propriété du sédentaire. Et c'est là que cette cueillette va commencer à être jugée de façon très négative, alors que jusque-là, depuis des centaines de milliers d'années, c'était le mode de vie des hommes. Et c'est l'invention de la propriété qui transforme cette cueillette en un élément négatif et qui va devenir le vol. Mais je crois très important de bien comprendre que de la part des intéressés, la cueillette, c'est de la cueillette. Et ceux qui aujourd'hui portent cette histoire-là, c'est notamment les Roms, qui portent sur leur dos et qui portent dans leur histoire toute cette histoire-là. Donc les Roms qui sont aujourd'hui au centre de nos préoccupations sont pour beaucoup, mais pas tous, pour beaucoup originaires donc du nord de l'Inde, d'où il semblerait avoir été chassés ou pas. Les historiens dont c'est la spécialité ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Ont-ils été chassés ou ont-ils simplement été l'objet d'une grande razzia pour récupérer notamment de très bons musiciens pour aller les donner en cadeau à l'un des rois de Perse de l'époque? C'est une des options qui est évoquée. L'autre option consiste à dire que ce n'était pas du tout un groupe homogène, puisque c'était toute une population qui était à l'époque évidemment aussi diverse que la population indienne actuelle, avec des castes très différentes, qui vont donner lieu à des noms de familles très différents, et ce qui expliquerait qu'encore aujourd'hui, ce monde rom ne soit absolument pas homogène, et qu'il y ait à l'intérieur du monde rom des tensions, du mépris, du racisme, et tout ce qu'on peut imaginer dans une société avec des riches, des pauvres, et tout cet élément-là. Et ce qui nous intéresse beaucoup en France, ce sont ceux qui sont partis vers l'ouest. Donc ils ont traversé le Moyen-Orient. Un groupe porte un nom particulier, c'est le groupe qui a atteint la Grèce au XIVe siècle, je pense, et qui est resté assez longtemps dans ce que nous appelons aujourd'hui le Péloponnèse, et qui à l'époque était nommé Petite Égypte. Et en prenant des éléments de linguistique de cette Petite Égypte, quand ils sont sortis, ils se sont vus nommer gitans, gypsy et toute la déclinaison, parce que venant de la Petite Égypte. À peu près à la même époque, un groupe passe en Bohême et se voit donner par le roi de Bohême un sauf-conduit. Ils vont continuer leur migration en présentant le sauf-conduit du roi de Bohême, alors on les appellera bohémiens. Mais c'est un nom qu'on leur donne. Et puis il y a un groupe particulier aujourd'hui, qui sont ceux qui sont arrivés en 1385 dans le royaume de Valachie, et ils ont accepté quelque chose qui peut paraître étonnant dans leur histoire, mais de se mettre au service du roi de Valachie, par un traité dont on connaît assez bien le texte, qui est le traité dit de la Robie. Et la Robie, c'est un traité de servitude qualifié de volontaire. On peut toujours savoir ce qu'il y a dans qualifié de volontaire. Et donc, ils deviennent esclaves du roi de Valachie. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans leur propre langage, la distinction entre les groupes sociaux se fait sur un autre principe. Ils se nomment notamment Manouche, qui dans la langue sanskrit veut dire l'homme libre, celui qui n'est pas attaché à la terre. C'est la définition de la liberté de ne pas être attaché à.
Et il désigne ceux qui sont attachés à la terre, autrement dit les sédentaires, sous le nom de gadjo. Gadjo, à mon avis, la traduction la plus pertinente, ça serait serf. Le serf du Moyen-Âge, celui qui est attaché à la terre et que le Seigneur vend avec la terre. Or, en acceptant, eux, les manouches, de se mettre au service des gadjos, ils deviennent esclaves des esclaves. Et donc, ils dégringolent dans leur échelle de valeur de façon considérable. Ce qui fait que les autres Roms qui ne passent pas par le traité de l'Arrobie vont avoir un mépris souverain pour cela. Il en reste aujourd'hui à l'intérieur du monde manouche un très grand mépris de la part des Roms non passés par l'Arrobie vis-à-vis des Roms qui ont accepté de signer l'Arrobie au XIVe siècle. D'autant qu'ils vont avoir une destination particulièrement scandaleuse, puisque quand ils sont libérés de l'Arrobie, on leur donne des terres qui faisaient toutes l'objet d'un litige. Et c'est entre autres parce qu'ils reçoivent ces terres-là qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dénigrent la capacité de nomades aux Roms de Roumanie. Moi, je ne suis pas de cet avis parce que je pense que la qualité de nomade est quelque chose qui se perçoit et se pense et qui n'a pas forcément de rapport direct avec la réalité du déplacement. Je pense que les nomades, ce sont des gens qui pensent qu'ils sont libres et qui pensent qu'ils peuvent partir quand ils veulent, même si en réalité ils ne le font pas. Et que donc on se trouve là devant une grande difficulté. La solution la plus simple consiste à dire il y a d'un côté les nomades, de l'autre côté les sédentaires. Moi je crois que la zone grise est beaucoup plus importante que cela, et on en a beaucoup de symptômes. On regarde par exemple parmi les sédentaires, fils de sédentaires, petits-fils de sédentaires depuis la nuit des temps, qui peut jurer que devant des difficultés professionnelles ou familiales, il n'a pas rêvé un beau jour de tout plaquer et de partir. Je me casse. Sur le spectre encore, il y a d'autres éléments de ce type-là, notamment le nombre de retraités qui, le lendemain de leur retraite, achètent un camping-car au nom de la liberté et reprennent la route. C'est quand même suffisamment important pour comprendre que la distinction entre nomades et sédentaires n'est pas l'objet d'une frontière précise, mais l'objet d'une histoire progressive avec des retours en arrière périodiques. Donc c'est comme ça, à mon avis, que l'on peut regarder la question des Roms. Et donc ils seraient, très inconsciemment, les derniers porteurs de notre culture d'origine, et jouent ce rôle un peu muséographique. Le musée de l'homme, c'est eux, pour moi. Fondamentalement, le musée de l'homme, c'est les Roms. Et ils sont là en permanence pour nous dire d'où nous venons. Et si jamais on les faisait disparaître en les sédentarisant tous, nous effacerons la première partie de notre histoire. Notre premier voyage en nomadie nous mena à Saint-Germain-les-Arpajons, en région parisienne, à la rencontre de Raymond Gurem, 92 ans, témoin et acteur de l'une des pages les moins connues de l'histoire de France, l'assignation à résidence des nomades en 1940 par le gouvernement de la Troisième République, puis leur internement dans les camps français par le gouvernement de Vichy. Infatigable malgré son âge, Raymond veut transmettre cette histoire, qui nous montre que les voyageurs d'alors ne furent pas traités comme les autres Français. Je m'appelle Raymond Gurem, j'ai 92 ans, je suis gitan, manouche, tout ce qu'on veut. Quoi. Ça ne me dérange pas. Hein. Quand on m'appelle comme on veut, pour moi c'est pareil. En octobre 1940, et le matin à 6h, on s'est couché, c'est peut-être 2h du matin, quoi. Matin à 6h, tambouriner dans les portes des caravanes, allez debout là-dedans. Alors mon père, il se lève, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, vous démontez votre chapiteau, vous allez nous suivre. Alors, il dit, où? Il dit, vous le verrez bien, c'est un ordre. Il nous a escortés à Varnétal, près de Rouen. Bon, c'est à quoi, il y a une quinzaine de kilomètres, quoi. Il nous a fait rentrer dans une usine désinfectée. Ils nous ont fait mettre les caravanes, tout ça dans des murs, puis aller. Et le 27 octobre, au matin, rebelette.
toc, 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 dans les caravanes, allez debout là-dedans, hop. Vous prenez quelques affaires et 3 wagons. Ils ont fait monter dedans, ils ont fermé les portes. Et on arrivait là à Bretigny. Debout, serrés comme des sardines. Pas à boire, pas à manger. Hein? Alors, je me suis évadé 2 fois, moi. Le deuxième coup, je me suis évadé tout seul. Je me suis évadé du Cléchot. Puis après, j'ai travaillé en Bretagne, dans les champs, tout ça. Les parents de Raymond seront déplacés au camp de Montreuil-Bellay. Il les rejoindra et leur apportera de la nourriture, clandestinement, la nuit. Pendant la guerre, Raymond sera à nouveau arrêté. Il s'évadera, participera à un acte de résistance et sera envoyé dans une prison militaire à Troyes dans l'Aube. De là, sur un malentendu, il se retrouvera dans un camp de travail en Allemagne. Mais le destin, une fois de plus, viendra à son secours. Ça date depuis des siècles. Hein? Bon, ça c'est voleur de poules, voleur d'enfants, et ainsi de suite. Ouais. Ça se fait arrêter, c'est pour ça qu'on est mal vu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer ces... Eh ben, ce qu'il faudrait faire, c'est que supprimer le racisme et puis la discrimination. Ça serait un peu dur. Hein. C'est pas facile. Ouais. Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'il veut y faire? J'avais découvert, grâce à Raymond, que les nomades avaient été internés en France entre 1940 et 1946. Ainsi, le gouvernement français de la Troisième République avait décidé une assignation à résidence de tous les nomades identifiés, puis leur internement. 6500 hommes, femmes et enfants ont été internés dans une trentaine de camps pour le seul fait d'être considérés comme tziganes. Raymond avait évoqué le camp de Montreuil-Bellay, dans lequel ses parents avaient été internés. Je décidai de m'y rendre. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais trouver, ni ce que je cherchais. J'avais le sentiment de découvrir un pan caché de l'histoire de France. Il ne reste pas grand-chose de la poudrerie de Méron, transformée en camp d'internement. La voie de chemin de fer est toujours là. Du camp lui-même, il ne subsiste que quelques blocs de béton perdus dans la végétation de cette zone Natura 2000. Traces des baraques dans lesquelles les nomades furent entassés. Il demeure encore, comme un symbole, la cave de cette vieille ferme qui servit de prison. Le visiteur peut encore déchiffrer, graver dans les pierres, les noms de famille de ceux qui y furent enfermés. C'est à Jacques Sigaud, instituteur de son État, que l'on doit les premières recherches sur le camp, ainsi que la constitution d'un fonds documentaire. Il commença ses investigations à une époque où l'on ne souhaitait pas se souvenir. Depuis, il y eut le travail de la commission consultative des gens du voyage, dirigée par Dominique Rimbourg. Il y eut également la volonté politique de François Hollande de commémorer le 70e anniversaire de la libération des camps d'internement de nomades, le 29 octobre 2016. Enfin, il y eut également la volonté des élus de Montreuil-Bellay de travailler avec le Centre régional Résistance et Liberté de Thouars, dirigé par Virginie Dodin, pour valoriser le site et travailler notamment avec le public scolaire. Pour Virginie Dodin, historienne avec qui je fis la visite, Montreuil-Bellay est un marqueur, un site symbole pour les nomades internés. Car il fut l'un des camps les plus importants. Il accueillit, entre novembre 1941 et janvier 1945,
environ 1850 nomades. Pour Jean-Richard Manouche, dont les parents furent internés à Montreuil-Bellay, et qui participe avec Virginie Dodin aux visites du site, ce que le visiteur doit comprendre, c'est qu'au-delà de la privation de liberté que vécurent les nomades, il demeura un sentiment de crainte vis-à-vis de la société qui fut transmis aux générations suivantes. Mais c'est l'après, justement, c'est toujours l'après ce qui s'est passé, parce qu'ils nous ont communiqué sans le vouloir. Ils ont communiqué cette crainte de la société, la crainte de tout ce qui nous entoure, la crainte de l'école, la crainte de tout ça, enfin la société. Parce qu'en fait, ils n'ont eu qu'à faire qu'à la France ici. L'étape suivante devait me mener à la rencontre de Rémi Viennot à Besançon. Responsable d'association, Rémi lutte au quotidien pour faire respecter les droits des voyageurs. Véritable médiateur avec les différentes instances, il est capable de déplacer des montagnes dès qu'il constate une injustice. Cet humaniste a également eu la géniale idée de la caravane des livres. Bonjour, je m'appelle Rémi Viennot, je suis président d'une association qui s'appelle Espoir et Fraternité Tziganes de Franche-Comté. Le but de mon association, c'est la défense des droits des citoyens itinérants et je fais de la médiation entre les gens du voyage et les institutions comme les mairies, les places, et puis aussi la CAF, les choses comme ça, plein de choses. Voilà, plein de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer, Rémi, pourquoi ce combat ? Quel est le lien que tu as, toi, avec les voyageurs ? Alors le lien, déjà, c'est mes origines. Mais pourquoi j'ai choisi ce combat ? Est-ce que en fait, en connais l'origine, ouais. Oui, bien sûr, j'en connais l'origine. En fait, France, je vais te parler de quelque chose que tu ignores. J'ai perdu un frère d'un accident de la route. Il avait 21 ans et moi j'en avais 23 ans. C'était un drame dur. Mon frère était très 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 fier de ses origines du voyage. Comme on dit chez nous, il était fier d'être un vrai chineur. Moi j'étais pas du tout comme lui. Moi ce que j'aimais c'était gagner de l'argent. Moi ce que j'aimais c'était aller faire le con avec les filles, voilà. Les futilités de la vie. Et mon frère, il est parti, et je me suis intéressé à ce que mon frère aimait. Mais je me suis aperçu qu'en fait, en France, il y avait vraiment des gens, ma communauté, qui étaient considérés comme des sous-français. Est-ce que, selon toi, chez les voyageurs, il y a des valeurs particulières ? Oui. Oui. Si tu devais donner les 3 valeurs fondamentales des voyageurs. Leurs enfants. Leur amour de leurs enfants. La famille. Leur amour de leurs enfants. Ça, j'expliquerai même quelque chose d'autre. Vas-y. Que les voyageurs vivent pour le bien-être de leurs enfants. Mais tu vas me répondre, tout le monde fait comme ça. Les voyageurs, c'est au-delà de ça. C'est au-delà. Oui, c'est au-delà. C'est leurs enfants, ce sont leurs quoi. Ah oui, c'est. Et la deuxième valeur, c'est la parole. Chez nous, on dit quand tu donnes ta parole, tu l'as donnée. La famille, la parole. Je dirais l'accueil aussi. L'accueil. Ouais. Quand tu as l'accueil. Quand tu as la chance de connaître cet accueil-là, c'est un accueil que tu n'oublies pas. Ouais. Et je pense que tu vas le connaître, ça. Toi qui défends les voyageurs et qui leur vient en aide, est-ce que tu as l'impression que vous êtes une communauté particulièrement discriminée ? France. Tu comprends que ma question est faussement naïve. Bien sûr. Non mais c'est pas ça, pas que je me souviens. Oui. On est plus que discriminés.
c'est une communauté qui est mise de côté, qui est rejetée. Mais pour moi, je vais te dire les bases de ça. Je gère une grosse page Facebook, tu l'as vu, il y a du monde dessus. Je suis suivi par 37 000 personnes. La plupart des gens qui commentent sur ma page, ce sont des gens, comme on dit, des gadgets, des gens qui sont sédentaires. Ils sont bien reçus sur ma page. Sur ma page, ils peuvent s'exprimer autant qu'ils le veulent. L'âge que je pense, là où on est discriminé, et là je vais être très clair dans ce que je vais te dire, c'est les élus. Pour moi, ça vient des politiques. C'est les politiques depuis toujours qui, eux, dans leur réflexion débile, excuse-moi de te dire comme ça, hein, dans leur réflexion débile, pensent qu'il faut rejeter l'itinérant, le nomade. Ben, c'est électoral tout ça. Puis de toute façon, depuis toujours, tout ce qui bouge a toujours fait un peu peur. Au 19e siècle, il y avait un journal, le petit journal, ça s'appelait comme ça, il titrait Les mangeurs d'enfants, en parlant des bohémiens, des romanichels, on se disait on mangeait les enfants, hein, dans la glaise, tout ça. Il y a des gens de bonne volonté et qui nous aident et qui veulent notre bien, qui nous aident à lutter contre ces discriminations que nous vivons. Mais le problème des discriminations que nous vivons, tu sais c'est quoi, Franz? Ben, ce sont souvent les enfants qui en sont victimes chez nous. Ce sont souvent les plus fragiles qui en sont victimes. Les enfants et les personnes âgées. C'est ça le problème. Le problème des discriminations qu'on vit, c'est ça. C'est ces choses-là qui me flinguent, moi. Que je pourrais plus m'arrêter maintenant. Alors raconte-nous comment t'es venue cette idée de la caravane des livres, Rémi. La caravane des livres, c'est un vieux projet. C'est un projet que j'ai depuis 5 ans. Il y a 5 ans que je rêvais de faire cette caravane. Et j'ai cru le faire il y a 5 ans. Et je me suis rendu compte que il fallait les moyens pour réaliser la caravane des livres. Et je l'avais abandonné le projet. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, comme tu as dû le comprendre, c'est souvent des coups de pulsion comme ça. Et j'ai dit je lance une collecte pour ma caravane des livres. Et ma caravane des livres, je l'ai eue en 15 jours. Ensuite, j'ai, tu vois, l'artiste là qui s'appelle Nacle, qui est un très très grand graffeur, un des plus grands de notre région, qui a décidé de me la peindre. Et ce qui nous dessine sur la caravane, c'est un bijou, c'est juste un trésor. Cette caravane, elle est magnifique, quoi. Et alors, pourquoi amener des livres Pourquoi amener des livres aux enfants? Parce que les livres... Franz, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai appris à lire à 10 ans. On n'a pas voulu m'apprendre à lire. Je suis allé à l'école normale, l'école publique. Et comme mon père était ferrailleur, comme j'étais le gosse du ferrailleur, la maîtresse, elle me laissait au fond de la classe. Ils ont fini par m'envoyer à la DAS. Et là-bas, à la DAS, je suis tombé sur un instituteur qui s'appelait Monsieur Roy, un homme extraordinaire qui m'a appris à lire en très peu de temps. Et il m'a surtout fait aimer les livres, au début avec des images, les encyclopédies qui s'appelaient Tout l'univers. Et je me rappelle que pour nous récompenser, on avait le droit d'emmener le livre le soir au foyer. Et je sais qu'à travers un livre, pas besoin de savoir le lire des fois, les images, tu as envie après de découvrir ce qu'il y a écrit. Et voilà.
Je voulais vraiment apporter ce partage avec les enfants du voyage. Voilà. Les livres. Merci Rémi. Ils animent les autoroutes, les convois de caravanes. Tous les coachs retiennent leur souffle lorsque traversent les tziganes. Allez! Je viens de cette communauté, percée au vent de la liberté, et d'un milieu de sans-papiers, juste un permis pour circuler. Et puis jamais sur la même terre, les poumons remplis de nouvelle air. Ce ne sera jamais le plus dur hiver qui les fera devenir sédentaires. Les yeux toujours remplis d'horizons, même entre les quatre murs d'une prison. Ferrailleurs et mon rio hérisson, notre cercueil ne sera pas une maison, votre maison. À Thonon-les-Bains, j'avais rendez-vous avec Milo Delage, président de l'association France Liberté Voyage. Il souhaitait me faire découvrir une aire de grand passage, mais surtout partager avec moi sa vision d'une cohabitation harmonieuse entre voyageurs et sédentaires. Oui, bonjour à tous. Je suis Milo Delage, président de l'association nationale France Liberté Voyage et membre de la commission consultative nationale pour représenter les gens du voyage laïque au niveau national. Donc aujourd'hui, on va vous montrer ce que c'est qu'une aire de grand passage. Donc on va visiter avec, je vais vous expliquer tout au long comment on s'organise et comment que ça fonctionne. On va aller voir ça. Donc c'est un terrain qui est prévu pour l'accueil de 50 à 200 caravanes. Et donc les installations se font correctement en ayant la chance d'avoir une route aménagée, qui n'est pas toujours le cas. Là, on est dans un terrain quand même de Haute-Savoie et c'est à côté de Bon-Chablais et entre Thonon-les-Bains. Et c'est certainement une des meilleures réalisations de terrain qu'il y a en France. Bon, il n'est pas le seul, il y en a pas mal, mais c'est l'obligation de chaque département d'avoir 4 aires de grand passage faites de façon pérenne, ce qui est une nécessité sur une aire de grand passage où on accueille de 50 à 150 caravanes, c'est des toilettes. Donc là, vous verrez que les toilettes judicieusement placées, ils sont dans un petit bosquet. Et on a... Tais-toi. Les chiens sont à l'ombre, ils sont bien. Et là, on a à peu près ce système de toilettes WC turc, comme sur les autoroutes, qui est extrêmement pratique. On a notre liberté. On n'est pas dans des cases, on est sur l'herbe. Chaque famille vit un peu à sa façon. Là, c'est des groupes de familles qui sont là différemment. Là, on a d'autres familles différentes. On est à peu près 70 à 80 familles. Voilà, ils sont sous la responsabilité de l'association. On a toutes des familles que c'est des commerçants, ça je précisais, hein, soit ils font les marchés, soit qui font du travail à domicile, soit qui font de l'élagage, enfin de tout ce qui peut être possible de faire sur le voyage. Enfin.
Vous voyez toutes les belles caravanes, c'est parce que c'est tous des gens qui travaillent. Et en France, si on nous laisse travailler correctement, qu'on peut s'astonner, eh ben, tout le monde s'y retrouve. Là, on est en fin de période de scolarisation, donc les enfants ne sont pas scolarisés parce que c'est la période qui se termine. Mais normalement, on scolarise nos enfants et ceux qui ne vont pas à l'école, ils sont scolarisés au CNED. Et je vous rappelle qu'au CNED, il y a à peu près 10 000 enfants qui sont scolarisés par des cours par correspondance. Ça, c'est important aussi. C'est un minimum que nos enfants savent lire et écrire. Et ça, de ce côté-là, le monde du voyage l'a compris. Et les enfants sont scolarisés maintenant, oui. C'était bien que vous passiez nous voir et qu'on vous montre un peu ce nomadisme qu'il y a en France. Et ça représente, au niveau itinérance, je parle vraiment qu'itinérance, parce qu'il y a des gens qui sont itinérants, semi-itinérants et sédentarisés. Il y a 10 ans, on était 450 000 recensés par les livrets et les carnets de circulation. Je pense que maintenant, au niveau de l'itinérance, on est bien 600 000. Quoi, oui. Et après, le reste, il reste peut-être 400 000 de gens semi-sédentarisés et puis sédentaires, quoi, voilà, qui partent un mois d'été en vacances, quoi, comme tous les autres citoyens français. Hein. Mon origine de mon engagement, elle a commencé en 2003. Mais je m'avais déjà engagé avant, mais j'étais simplement un citoyen qui défendait ses droits sans faire partie d'une association. Et en 2003, on a un ministre de l'Intérieur qui a fait les lois sécurité intérieure. Donc ce monsieur s'appelait monsieur Sarkozy. Et il a fait les lois sécurité intérieure, et dans cette loi, on était devenus des délinquants vu qu'on était itinérants. Et nous, on avait tous peur, le monde du voyage, parce qu'on risquait 3 750 € d'amende, retrait du permis de conduire, saisie du véhicule tracteur, et 6 mois de prison avec sursis si on était en stationnement illicite. Mais je rappelle qu'en 2003, il n'y avait que 20 ou 25% d'aires d'accueil de réalisés. Donc systématiquement, on devenait dans l'illégalité. C'est-à-dire que ce monsieur, il a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les terrains, et les maires, ils risquaient rien, mais nous, on risquait. Donc on a créé l'association France Liberté Voyage. Et maintenant, j'ai 25 responsables de groupe, tous des gens du voyage, des citoyens itinérants. Alors, je dis gens du voyage parce que c'est comme ça un peu l'appellation de l'époque. Et donc mon association France Liberté Voyage a 10 ans cette année. Au mois d'août, elle aura 10 ans d'existence. Hein. Mais ça a grimpé d'une vitesse extraordinaire dans les instances parce qu'il n'y avait pas de représentants issus vraiment du voyage qui représentaient les associations. Je me suis engagé dans cette commission et on a fait beaucoup de choses avec elle. C'était une commission vraiment impartiale pour défendre les citoyens français itinérants. Donc en 2016, on a gagné la reconnaissance de la culture gens de voyage par Madame la ministre, Madame Azoulay. Par des écrits. François Hollande est venu au mois d'octobre à Montreuil-Bellay pour reconnaître les erreurs de l'État français, donc ce fameux petit livre que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'était une avancée extraordinaire. Il est venu, lui, ses ministres et tout le monde. Et on a maintenant à Montreuil-Bellay, on a un mémorial où tous les noms des familles internées à Montreuil-Bellay, il y avait 2000 familles, quand même 2000 familles qui ont été internées sur 6 ans, et le camp n'a même pas été, il était encore un an de plus à interner des familles alors que la guerre était terminée. C'était une volonté vraiment d'interner les nomades de l'époque. Il y a les 473 noms de familles qui sont inscrits pour l'éternité. Et après, si vous voulez, le combat qui était important, c'est de cette reconnaissance qu'on devient des citoyens français à part entière. Et donc il a fallu l'abrogation de la loi 69. C'était un combat de 5 ans. On avait déposé plainte avec mon avocat Olivier Lemaillou, d'ailleurs, que je remercie, parce qu'on a fait un recours au Conseil constitutionnel avec M. Bébé Pellex pour justement contre ce fameux carnet de circulation qui obligeait les familles à aller tous les 3 mois à la gendarmerie, obligatoire à partir de 16 ans. Et alors aussi l'horrible quota qui, une commune, si elle prenait entre guillemets des familles du voyage, il ne fallait pas qu'on ait plus de 3%. Voilà. À quelle partie de la population on peut imposer 3% d'un quota pour pas qu'il soit sur la commune. Et là, M. Rimbourg avait des difficultés à faire passer sa loi égalité citoyenneté, l'a passé par un amendement 8 jours avant qu'elle passe au Sénat. Vous voyez, pour pas que le Sénat, parce qu'il était de droite, ne fasse opposition. Donc elle a passé, voilà. Et après, si vous voulez, même qu'ils ont voté contre, le Sénat, parce qu'ils ont quand même voté contre, a revenu à l'Assemblée nationale. Le chemin, il est encore long, parce que déjà par rapport à l'obligation d'avoir des aires d'accueil sur une commune de plus de 5000 habitants, il y a à peu près que 40% d'aires d'accueil de réalisées en France. Donc la loi, je rappelle, existait de mai 90, modifiée juillet 2000,
Et là, depuis 17 ans, on n'a qu'à 40% d'aires d'accueil de réaliser. Alors il y a ça, et il faut aussi absolument dans les mois et dans les années qui vont venir, c'est que la caravane soit reconnue comme un habitat mobile. Et si on gagne ça, on aura des grandes avancées. C'est l'objectif dans les mois et dans les années qui vont venir. Parce qu'il n'y aura plus d'expulsion sans solution, on bénéficiera de la trêve hivernale. C'est un problème humain en plus. Hein. Les êtres humains qui veulent se sédentariser ou qui vivent en maison n'ont pas les mêmes besoins qu'un être humain qui vit en caravane. Voilà. Et avec la modernité, maintenant les caravanes de maintenant, là où il y a des caravanes, sont toutes équipées, des caravanes de maintenant. Hein. C'est la clim, c'est la douche, c'est la chambre. C'est pas une maison, mais c'est un petit appartement roulant, quoi. Et c'est lié aussi à un mode de vie que l'on a depuis des siècles. Hein. Nos parents avaient pas ces caravanes-là, nos parents avaient des caravanes qui tiraient avec des chevaux, et sans eau, sans électricité. Maintenant, on peut plus vivre sans eau, sans électricité. On aime le confort, on est comme tout le monde, quoi. Là, on est entouré de plein de jeunes. Là. Ouais. T'es optimiste pour eux? Ouais, je pense que ça sera plus facile pour eux. Ouais, je suis optimiste pour eux. Je crois qu'on a montré le vrai chemin. Et puis les pouvoirs publics commencent à comprendre aussi. Hein, voilà. Il fallait montrer l'exemple. Il fallait se prendre en main à nous. Si on ne se prenait pas en main à nous, ça aurait été très très compliqué. Voilà. Nous, ce qu'on demande juste, c'est que les lois de la République soient respectées. On demande juste ça. Qu'il y ait des terrains d'accueil, des terrains familiaux et des aires de grand passage. Oui, moi je crois en l'être humain. Hein. Donc, après, il y aura toujours des petits conflits pour des gens qui ne respectent rien, mais ça va dans les deux sens. Hein. Dans le monde du voyage, il n'y a pas que des gens qui sont bien aussi. Il y en a malheureusement qui ne respectent pas les règles. Hein, voilà. Puis ils se disent des fois gens du voyage, mais ils n'ont même plus le respect que nos vieux avaient. Vous voyez. Nous, chez nous, on a une règle. Hein, les voyageurs, la parole, c'est la parole. On ne signe rien. Nous, c'est pas de papier, quoi. Hein. C'est sur parole. Mais ça se perd. Hein. Ça se perd gravement. À Beauvais, j'avais rendez-vous avec un homme singulier, Joseph Dorkel. D'origine yéniche, cet homme dont la parole a une importance dans la communauté des voyageurs a un parcours de vie qui pouvait m'intimider. Plus de 20 ans de prison derrière lui, fiché au grand banditisme, mais aussi une carrière de comédien avec 2 films, La BM du Seigneur et Mange tes morts. Mon appréhension fut vite calmée. J'avais affaire à un homme apaisé, en quête de rédemption, investi auprès de sa communauté. Hé, Renaud, tu tapes pas sur des œufs là, hein. Tape fort, hein. Il a désormais le souhait de présenter une image positive de sa communauté et l'envie de transmettre ses traditions yéniches comme cet après-midi-là, au bord de la rivière, avec ses fils, à la pêche à la main.
J'avais ensuite rendez-vous avec la famille Busch-Hinderschied. Sédentarisée à Nice sur un terrain familial, cette famille a décidé d'arrêter le voyage quelques années, le temps que les enfants fassent leurs études. Véritables nomades modernes, ils sont ancrés dans leurs traditions, mais conscients de devoir s'adapter pour exister. L'école est obligatoire et c'est difficile de scolariser les enfants quand vous êtes sur le voyage par exemple parce qu'ils ont 15 jours ici, 10 jours là-bas et là ils n'y arrivent pas. Et le but c'était qu'on voulait montrer que malgré qu'on appartient au monde du voyage, nos enfants ils sont aussi capables d'obtenir des bacs et d'avoir des bons résultats à l'école et d'avoir un métier, tout simplement. On peut avoir la capacité, comme n'importe quel Français sédentaire, à s'en sortir. Pas forcément en allant chiner comme ils disent les gadgets, quoi, qui disent les voyageurs, et ben, en Chine, on est des chineurs, on est des aiguiseurs, des rempailleurs, des ferrailleurs. Il n'y a pas que ça, on peut être aussi capable d'avoir un métier. Comment vous imaginez la vie future de vos enfants ? La même que la nôtre. C'est comme ça que j'imagine la vie future de mes enfants. J'espère que mes enfants ils finiront leur vie avec des voyageurs, sur le voyage, avec certainement peut-être des métiers, des bons métiers, mais en gardant notre culture. Et est-ce que vous êtes parfois amené à cacher que vous appartenez à cette communauté ? Ah oui, absolument. Oui. Dans mon travail, je suis obligée de cacher que j'appartiens à la communauté des gens du voyage, bien sûr. Une fois, par exemple, j'ai fait une formation pour être prothésiste angulaire. Je faisais des ongles. Il n'y a personne qui venait chez moi, c'était pas possible. Et je ne pouvais pas aller chez les gens s'ils savaient d'où je viens ou qui je suis. Je ne pouvais pas. Donc j'ai changé de métier. Voilà. L'une des grandes fiertés d'Angélique est la réussite de sa fille Océane. Cette jeune femme, après avoir obtenu son baccalauréat, vient d'intégrer une école d'infirmière. Je m'appelle Océane, j'ai 18 ans, je suis élève infirmière et voyageuse. Alors justement, c'est quoi être voyageuse ? Être voyageuse, c'est être un citoyen français itinérant. C'est être comme les autres, mais avoir un mode de vie différent. Je veux avoir mon métier, mais continuer le voyage. Je ne veux pas oublier, je veux vivre comme une voyageuse. Comment faire pour concilier les deux, ce métier d'infirmière et... Mon but, c'est de faire l'école infirmière, me préparer comme il faut, et puis devenir infirmière libérale. Et là, je ferai infirmière libérale dans toute la France. Je crois que vous avez un petit job étudiant pour payer vos études aussi. C'est ça, je suis hôtesse de caisse. Et vous avez raconté une petite anecdote que vous pouvez nous raconter ? Alors oui, pendant une réunion mensuelle avec toute l'équipe, la sécurité et mes chefs, ils ont une très grosse focalisation sur les gens du voyage quand ils rentrent dans le centre commercial. C'est-à-dire qu'on se focalise vraiment que sur eux. On a un code exprès quand ils rentrent. Les caissières elles doivent être tout le temps à l'affût. Les agents pareil. Et étant voyageuse, ça fait bizarre parce que je ne l'ai pas dit au travail. Sinon, j'en suis sûre qu'ils ne m'auraient pas embauchée. Et s'il aurait su et que des voyageuses passent à ma caisse, la sécurité elle serait forcément derrière moi pour voir si je ne leur passe pas les articles, si je les laisse pas sortir, ou bien si c'est pas des gens de ma famille qui viennent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est une partie de la discrimination au travail. Je pense qu'il faut au maximum sur les réseaux sociaux, à la télévision, mettre en avant les bons côtés des voyageurs, vraiment montrer qu'on est des personnes civilisées, qu'on est des citoyens français comme les autres, sauf que nous vivons dans nos caravanes, on voyage, et au maximum faire de rencontres avec des gadgets, avec même des gens importants, des politiques, pour qu'ils comprennent, pour qu'on mette en place une certaine entente. Et est-ce que tu as peur des fois que ça se perde justement les voyageurs ? Que vous soyez intégrés, que vous soyez tellement intégrés que finalement ça disparaisse ? Ça, c'est ma plus grande crainte parce que moi-même, on me l'a souvent dit que j'avais changé, que j'étais devenue une gadji parce que justement j'avais continué mes études, parce que justement je travaille et qu'à 18 ans, je ne suis pas mariée, je suis encore chez mes parents. Mais comme je leur ai dit, je m'intègre, mais au fond de moi, je sais que je vais me marier avec un voyageur. Et que plus tard, même si j'ai mon travail et que ça va pas, que ça plaît pas à mon mari, je resterai une voyageuse en fait, je changerai pas. Voilà. Même s'il faudra plus travailler. Ça c'est sûr. Mais je perdrai pas ce que je suis.
Mais je pense que tous les voyageurs, ils doivent le savoir. Il ne faut pas perdre ce qu'on est. C'est le plus important. Si on perd ce qu'on est, on n'existe plus. Ce sont des Français, il ne faut quand même pas oublier à la base. Et ça, je pense que c'est souvent oublié. Et donc, ils ne font pas partie d'une sous-société. Ce sont des personnes qui doivent être intégrées et insérées, et qui font tout pour. Il y a quand même une évolution. Moi, ça fait 25 ans que je fréquente cette communauté. Ma fille fait partie des gens du voyage, par son père. Il y a une grande volonté, on se revendique français, les gens du voyage se revendiquent français, mais la France ne met pas tout à leur disposition pour leur faciliter l'accès. Ils sont constamment en train de demander, on demande des justificatifs d'identité à tout bout de champ, ils font d'air d'accueil en air d'accueil. On devrait avoir des dossiers communs, des choses intranet maintenant avec toute la modernité qui existe. Et non, on leur demande toujours des photocopies, des originaux, tout le temps. Il y a même carnet de vaccination, il y a même... nous, on ne demande pas tout ça. Parce que, ben voilà, on les connaît, ce sont des gens en plus très respectables, il n'y a pas un papier par terre quand ils s'en vont. Il faut arrêter l'image des Roms au bord de la route, dans les bidonvilles, c'est pas du tout le public qu'on reçoit. C'est un public très propre, maniaque. Contrairement à ce qu'on pense, les enfants, la première demande qu'il y a ici, c'est comment je peux scolariser mes enfants. Voilà. Donc ce sont vraiment des personnes qui aiment être français et qui le revendiquent et qui demandent juste un accès au droit. Moi et ma femme, on voyage un peu dans toute la France. Quand on arrive dans des villes, qu'on cherche l'aire d'accueil, c'est pas indiqué. Le seul truc qu'on suit, c'est la déchetterie ou station d'épuration. Et 9 fois sur 10, on arrive sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Voilà. Et en prime, on a l'autoroute des fois aussi à côté. L'autoroute ou le train. Voilà, c'est ça. On nous demande des tas de papiers, que c'est pire que la gendarmerie. Quand on est à moins 20 centimes, ils se permettent de nous couper le courant. C'est honteux. En vrai, c'est honteux. Et je leur ai dit, ils devraient nous biper à l'entrée, nous biper à la sortie. Ils nous mettent un petit coup de barre derrière la tête, là. Ils nous bipent à l'entrée et à la sortie, c'est mieux. Voilà. On nous prend vraiment, en plus de nous prendre pour des moins que rien, de nous prendre pour des voleurs, on nous prend pour des mormons, pour des consanguins, on est sectaires, on est des gens sectaires, on est des gens pas... comment on dit ça? Des gens qui... pas fréquentables. En fait, aux yeux des autres, on est des gens... on ne peut pas se mélanger en fait. Et moi, je me voyais pas me marier avec une femme qui ne comprennent pas qui comprennent pas mes valeurs. J'ai des valeurs à respecter, j'ai des racines. Il y a plusieurs choses qui font pour un voyageur, un vrai, pur sang, que finalement quand tu penses, quand tu te poses vraiment, tu réfléchis, tu te dis non, c'est pas possible en fait. Quand tu prends une femme, faut que directement, même le jour du mariage, le jour où tu te maries, le jour où tu la vois, il faut vraiment qu'elle te comprenne directement. Pas qu'elle te dise « mais chérie, ça veut dire quoi ce mot mais chérie, ça veut dire quoi ça? Chérie, c'est quoi une caravane? Il y a une cheminée à l'intérieur, le Père Noël il peut rentrer ?» Non, c'est impossible. C'est le gadget devenu voyageur. C'est ça. Au bout de 15 ans, on devient voyageur. Ça te plaît, mon frère? Ce que j'aime dans la communauté des gens du voyage, c'est qu'il n'y a pas de préjugés. Quand on rentre chez eux, ils nous accueillent, ils sont très familiales. Ils ont des valeurs que malheureusement dans d'autres communautés, il n'y a pas. Bon, moi, j'ai pas vraiment de coutume. C'est juste le mode de vie. Voilà, moi, j'en ai pas de coutume. Il n'y en a pas chez nous de coutume. Après, il y en a, ils sont, comme je vous dis, dans l'origine des endroits, tout ça, ils ont beaucoup de coutumes. Nous, non, pas spécialement. On parle toujours, les gens du voyage ont des coutumes, ils ont ci, ils ont ça. Non. Parce que moi, j'ai des cousines, ils sont mariés avec des Français, leur mode de vie ne change pas. Les Français, ils sont pas égarés à leur mode de vie, quoi. Après, oui, ils vivent en caravane, les mots un peu qui changent. Sinon, le mode de vie, pour moi, c'est le même, sauf qu'on vit en caravane. Mais on est Français, on va aux courses pareil, on emmène les enfants chez le médecin, pareil. C'est comme j'ai écouté des reportages, les femmes ceci, l'homme cela, l'homme il mange à table, les femmes ils mangent debout. Ça, chez nous, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, quand ils filment, ils nous mettent un peu tous pareil. C'est des gens du voyage, les hommes ils mangent debout, assis, et les femmes debout. Ben ça, non, faut pas nous tous se mettre dans le même sac parce que nous, on le fait pas ça. Et pourquoi à ton avis, justement, ces reportages, ils nous font encore plus mal voir en fait. Ouais. Ils veulent parler des gitans, mais moi je trouve qu'on n'est pas bien vu sur ces reportages-là. Parce que les gens, ils se donnent pas la peine de voir le bon côté. Ils se donnent pas la peine de voir le bon côté. Ils parlent surtout
des gens du voyage, comme à l'époque. C'est des voleurs de poules, c'est des voleurs de ferraille, c'est des voleurs, c'est des gens qui parlent mal, qui sont mal élevés, c'est des mangeurs d'hérissons. Non, maintenant, quand j'entends ça, moi, ça me fait rire. Comment on ferait faire changer les choses? Il faudrait d'abord que, à la caméra, déjà, quand ils passent des émissions comme Zone Interdite, tout ça, qu'ils arrêtent de montrer le mauvais côté, les mauvaises personnes. C'est bien de montrer les gens du voyage, mais il faut montrer les gens du voyage. Quand on parle de gens du voyage, montrer les gens du voyage, les gens qui voyagent, qui font les conventions, qui partent avec un caravane, un camion, qui partent avec quelque chose de beau, des gens qui savent parler, des gens qui savent s'exprimer, des gens qui travaillent. Mais nous, avant tout, on est Français avant tout. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on est Français. On n'a pas... Notre origine à nous, c'est la France. On quitterait jamais la France pour d'autres pays, même qui a les plus grandes richesses ailleurs, même qu'on pourrait gagner des fortunes, on ne quitterait jamais la France. Nous, notre pays, notre naissance, c'est la France, où on va mourir, c'est la France. Pour vous dire que nous, on a la culture française, j'aime mon pays avant tout. Pour vous dire, au niveau de la campagne électorale, ce qu'il y a eu au niveau présidentiel, pendant 3 mois, les 3 mois qui s'est suivi par rapport aux épisodes qu'il y a eu avec les présidents, j'ai pas quitté le téléphone pendant 3 mois. On veut voter pour notre président, on veut voter pour notre pays avant tout, mais on n'oublie pas, nous chez Voyageurs, nos racines, notre culture, notre coutume. Après, nous, on ne demande pas grand-chose, on demande juste un petit bout de terrain. C'est tout, quoi. Mais après, on est différents d'eux, et c'est tout. S'ils nous accepteraient comme on est, voilà, juste avoir un petit bout de terrain pour pouvoir s'arrêter. Et moi, je trouve que ça me manque, c'est la gentillesse des personnes, des gens, qui ne sont pas comme nous. Parce que quand tu t'arrêtes à un bar, tu veux boire un café, les gens ils te voient que tu fais partie des gens du voyage. Ni bonjour, ni au revoir. C'est à peine s'ils ne jettent pas de café au visage. Tout ça, moi, ça me gêne. Parce que j'aime bien les gens. Et eux, les gens, ils ne nous aiment pas. Pas tous, hein, mais un bon paquet. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Mais quand ils nous connaissent, quand les gens, on a des copains, on va dire pas comme les gens du voyage, quand ils nous connaissent, ils nous apprécient. Parce que les gens, ils ne veulent pas nous connaître. Les gens, comme ils nous voient souvent bouger de ville à ville, et eux, ils ne peuvent pas le faire, ça. Et comme ils ne peuvent pas le faire, ils nous en veulent. Ils sont jaloux. Je pense qu'ils nous en veulent. C'est vrai? Non, je pense qu'ils sont plutôt jaloux. Tu crois? Jaloux. Ah ben, je te... Allez, on met jaloux. Allez, je suis d'accord. Allez, on met jaloux. On met jaloux. La jalousie, c'est pas bien. Oui. Et si vous deviez définir quelles sont les valeurs fondamentales des voyageurs? Le respect. Le respect. L'amour. Le respect. L'amour et l'entraide. Et l'entraide. Et on aime bien être ensemble. On ne peut pas être seul. C'est impossible. On ne peut pas vivre seul. On peut pas. On aime sortir le matin de notre caravane, voir les frères, les sœurs, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. On aime voir tout ça. Si on n'a pas ça, on est perdu. On est perdu. Les enfants, chez nous, c'est ce qui va... On ne veut pas, comparé à d'autres sociétés, leur gâcher leur enfance. Parce qu'on sait très bien qu'en gâchant l'enfance d'un enfant, ça devient un adulte con. Et tu sais que nous, on ne veut pas. Le nomadisme... On veut qu'il devienne un homme intelligent. Un homme qui apprécie les uns comme les autres. Qu'il soit bleu, blanc, rouge, on veut qu'il l'aime parce que c'est un être humain. Donc on leur apprend ça tout petit et le partage. Quand il a un paquet de bonbons, un enfant chez nous, il partage avec toute la place. Quand il a des glaces, on n'achète pas une glace, on en achète 10, 20 pour qu'il partage. Les jouets, c'est pareil. Parce que dans la vie, s'il n'y a pas de partage, on n'a rien. On devient unique, égoïste et on devient insensible à tout. Le jour qu'il n'y a plus de nomades, il n'y a plus de liberté. C'est fini. Adieu. Et ça, c'est vrai. Parce que nous, encore, on a une force à dire, on la veut, cette liberté. Et le jour qu'il n'y a plus de liberté, c'est fini. Par contre, aimez-nous. Le seul conseil que je vous donne. Aimez-nous et apprenez à nous connaître. Et apprenez à nous connaître. Surtout ça, apprenez à nous connaître. De toute façon, un Français qui rentre chez nous ne veut plus partir. Et c'est vrai. Parce qu'il est libre de manger, de boire quand il a envie. Il n'est pas tout seul. Voilà. Au départ, tu rentres dans un camp, tu as peur. Et quand tu repars, tu as peur de ne pas pouvoir revenir tellement que tu vas t'ennuyer.
Parce que tu vas t'ennuyer, parce que nous on vit trop librement, trop simplement, le plus simplement possible. Il n'y a pas d'invitation. Alors, tu manges, tu bois. Essayez de nous connaître. Voilà. J'avais envie de dire que en fait la France c'est un pays que ils prennent tous les voyageurs pour tous les mêmes en fait. Mais que alors on n'a pas tous les mêmes pensées. Nous, depuis qu'on est petit, on va à l'école. Du lundi au vendredi, si on a raté un mois d'école, c'est le bout du monde. On a toujours été bien éduqués à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 13 ans, je fais les cours par correspondance. Il n'y a que la semaine dernière que j'ai arrêté les cours par correspondance. Et à chaque fois que j'allais dans les écoles, on me prenait toujours pour le même. Ah, t'es ci, t'es ça, t'es un gitan. Et toujours, on était toujours, comment je pourrais dire, pas dans le même groupe. On le sentait qu'on n'était pas pareil que les autres. Parce que moi, j'ai l'impression dans ma tête que les gens, ils veulent plus qu'on voyage. Ils veulent qu'on se sédentarise. C'est vrai. Les gens, ils veulent plus qu'on voyage. Sur l'école, je voulais vous dire que, en fait, quand j'allais à l'école, les profs sont sympathiques, mais les camarades ils sentaient pas sympathiques, car ils nous disaient ah t'es un giton, t'es pas beau, j'ai pas envie de te toucher, t'es sale, tu te laves jamais. Et là, ça me vexait en fait, ça me vexait. Et toi, plus tard, ta vie, tu la vois sur le voyage aussi? Non. Je vais rester. Pourquoi tu la vois pas sur le voyage? Parce que j'aime pas. T'aimes pas le voyage? Non. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je sais pas, j'aime pas. Mais sinon, dans ta vie plus tard, tu te vois pas vivre en caravane? Si. J'aime pas faire de voyage. Mais pas quoi? Mais pas le voyage. Pas le voyage. Donc, rester toujours au même endroit. Sédentaire. Sédentaire, mais dans une caravane quand même. Ouais. Il y a des gens qui nous ont fait des aires d'accueil pour nous sédentariser en fait. Et en fait, nous on veut pas. Du coup, c'est pour ça qu'on se met dans les champs. Et nous on veut pas être sédentarisés parce qu'on veut voyager. Toute l'année, nous on bouge en fait. Pour moi, voyager, c'est. Enfin, on a nos racines, on sort tous les 15 jours. Par exemple, on change de. Par exemple, un jour on est à Paris, un jour on est. On est quelque part d'autre, un jour à Lyon, un jour là-bas. On reste pas toujours au même endroit. Voilà. Aussi. Pourquoi tu penses que les gens comme ça, ils ont ces idées sur les voyageurs? Parce que quand ils passent à la télé, par exemple, zone interdite, il y a des gens qui cassent les murs pour rentrer dans des stades de foot. Où il y a des gens qui mangent des hérissons. Enfin, ils croient qu'on est des gens qui habitent dans des immeubles à faire de la guitare avec un chapeau sur la tête, mais on n'est pas ça. Hein. Il y a des gens qui sont bien. S'il y a quelqu'un qui fait ça, on se prend tout sur le dos à chaque fois, quoi. Le regard des autres, quand tu es dans la classe, tu te regardes bizarre. En vrai. Franchement, pour toi, c'est une. Comment je pourrais te dire ça? Pour toi, c'est une mal vue, voilà, exactement, une mal vue, c'est pour toi. Il est gitan, il vient d'une classe, il nous regarde comme ça, vous voyez. Pour nous, on est mal reçu pour nous. On nous prendra toujours pour des méchants, mais on n'est pas des méchants, on a un cœur gentil, on est contre tout le monde, nous. On ne demande rien à personne. On demande juste. Une place pour nous, pour les gitans, vous voyez, quand on soit tranquille, qu'on paye tous les semaines, tous les mois. Une place pour l'hiver, puis un champ l'été. Exactement, voilà. On demande juste ça, nous. À chaque fois qu'on va sur une place, on se fait rejeter, nous faisant les 1000 misères, quoi. On veut payer, mais ils ne veulent pas donner une place. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils croyaient qu'on est des joies, ils croyaient qu'on casse tout, mais on n'est pas contre ça, nous. Dans notre cœur, nous, on est contre vous, dans notre cœur. Et pourquoi ils croient ça, à ton avis? Parce que c'est des racistes. En Nomadie, j'ai rencontré des hommes et des femmes désireux de vivre en paix dans leur pays. Des gens généreux et désireux de partager. J'ai toujours été bien accueilli, souvent nourri, parfois hébergé. J'ai mieux compris pourquoi certains, à force de discrimination, du passé mais aussi du présent, se replient sur leur communauté,
par un mécanisme de défense. Ce film n'est pas naïf. Il ne cherche pas à faire comme si les problèmes n'existaient pas. Certains groupes de voyageurs refusent les règles de la République. La scolarisation des citoyens itinérants est encore un sujet de discorde. Mais il fallait aussi, pour une fois, laisser parler cette grande majorité de voyageurs qui aspirent simplement à vivre et qui en a assez de se voir caricaturés dans de soi-disant reportages d'investigation. J'ai compris que la mobilité n'est plus un élément déterminant de la culture tzigane. C'est l'idée du voyage qui est importante. Beaucoup de voyageurs ne voyagent plus, même s'ils vivent en caravane. Pour ceux qui voyagent, il est évident que nombre de communes ne répondent pas volontairement aux exigences de la loi. Les voyageurs, même s'ils sont souvent nostalgiques, et s'ils se victimisent parfois, sont fiers d'être français. Ils s'ouvrent aux sédentaires, et désormais, des représentants engagés et structurés œuvrent pour que les droits des citoyens français itinérants soient respectés. Ole, ole, Sion, ole! Kalamingi Kigiri! Ole! Chak City! Akivere! Aplatzi Jiva! Ole! Nasa! Vamos su primo! Cantamos los gitanos! Ole! Vamos! Ils sont arrivés sur la place. Ils ont allumé les feux de camp. Les gens les prennent pour des rapaces. Mais ce ne sont que des gitans. Personne ne les regarde en face.